Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire un petit échange avec le général Coustou, mais un échange qui n'est pas du tout habituel parce que figurez-vous que le général Coustou m'a demandé de parler d'amour avec un grand A. J'ai pas pu résister. Ça, je n'ai pas pu du tout résister. Un général qui me demande de parler d'amour, surtout le général Coustou, vous pensez bien que j'ai dit oui tout de suite. Alors, avant qu'il nous parle d'amour, et vous allez voir que ce n'est pas forcément d'amour comme on pouvait l'imaginer. Donc, je vais lui laisser la parole dans quelques minutes en faisant justement cette petite introduction. C'est qu'on va vous parler d'amour de façon différente et notamment en mettant en valeur l'armée et le background justement et la façon d'être du général Coustou. Ce message que nous faisons est très important en ce sens. Il y a un paradoxe en effet de parler d'amour avec un homme dont le métier était de servir sa patrie tout en pouvant donner la mort. N'est-ce pas, général? Bonjour Nadine et bonjour à tous les amis de la France. C'est quand même incroyable. Il y a 2 ans, je ne vous connaissais pas. Je ne savais même pas que le métier de profileuse existait. Heureusement que j'ai vécu ces 2 dernières années, sinon j'aurais pu ne jamais vous connaître. Alors, je suis ravi de vous rencontrer et de parler de ce sujet. Pardon? Oui. C'est réciproque de vous connaître. C'est un sujet finalement fondamental qui devrait nous intéresser tous. Et je crois qu'on se fait une fausse idée quand on parle des soldats qu'on ne les connaît pas. Il y a quelques mois, on m'a demandé si je voulais bien adresser un message pour la paix. Vous vous rendez compte? Moi, soldat, qui, comme vous l'avez dit, était appelé, je ne sais plus, sur la retraite, à donner la mort peut-être, hein, sur ordre. Bien évidemment que je me suis enthousiasmé pour ce projet et j'ai donc adressé un message pour la paix. Pourquoi? C'était au moment de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, bon, il ne faut pas commencer le 24 février 2022 sinon on n'a rien compris. Hein. Il faut quand même se souvenir que notre ancien président et l'ancienne chancelière allemande ont dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de respecter ou de faire appliquer les accords de Minsk. Passons. Alors, il y a les pros d'un côté et les pros de l'autre. En fait, la bataille militaire est un épiphénomène, si je puis dire, nonobstant les 600 000 morts, selon Idriss Aberkan, que l'Ukraine a perdu pendant ces 2 ans et demi, un peu plus. C'est inacceptable. Alors évidemment que j'ai fait ce message pour la paix. Car, en plus, l'enjeu, ce n'est pas l'Ukraine, l'enjeu, c'est la suprématie du dollar. C'est un bras de fer entre les États-Unis d'Amérique, les États-Unis, et la Russie et le reste du monde. Sauf que d'un côté, il y a 40% de la population mondiale, et de l'autre côté, on voit que la donne est en train de changer. Donc, je ne peux pas accepter, quels que soient les mobiles, que ça continue hein, avec des centaines de milliers de morts, d'estropiés, je ne parle même pas de dégâts matériels. Et on continue comme si rien n'était. Je n'oublie pas que l'Ukraine, comme le Kosovo, est une plaque tournante des trafics en tout genre, en particulier trafic humain et d'organes. Une semaine avant l'opération spéciale, il y avait eu un scandale à Kiev pour une affaire de vol d'enfants, etc. Bon, ceci étant, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et c'est pour ça que j'ai adressé un appel à la paix. Parce que ces gens-là, ils ont le droit de vivre comme tout autre, ou comme tous autres. Hein. Ce sont des frères, quelque part, et qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on ne peut pas les ignorer. Moi, j'aime tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis, je me tourne vers tout le monde. Ça vous surprend? Alors moi, ça ne me surprend pas parce que je vous connais et je suis pareil, vous le savez bien, c'est que je trouve que tout le monde a le droit de vivre, même si nous ne sommes pas en accord, nous ne sommes pas parfaits, nous ne détenons pas la vérité. Et l'idée, c'est d'essayer de s'accorder au maximum. Il y a des familles brisées, des souffrances terribles, comme vous l'avez dit, pour rien, pour des idéologies en réalité, pour uniquement des idéologies. Une poignée de personnes ont décidé de faire cette guerre, mais pas le peuple. Et c'est quelque chose qui peut nous concerner. Et là, nous ne sommes pas du tout dans l'amour. Mais nous, on essaye de donner de l'amour, justement, avec ce grand A. On le donne en tout point de vue. Que ce soit par rapport à vous, quand vous étiez sur le terrain, vous continuez quelque part à l'être d'une autre manière, toujours avec vos galons. Que ce soit aussi dans le management. Je suis un ancien manager et quand on manage ses troupes,
on a souvent tendance à vouloir ordonner et donner des directives qui sont parfois d'ailleurs stupides, ou en tout cas on peut les remettre en question, pour tout un tas de personnes que nous n'avons plus ou moins sous notre coupe, plutôt que d'essayer de révéler le meilleur d'eux-mêmes, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent tout en faisant les missions pour lesquelles on est mandaté, on est payé pour, même plus exactement. Donc d'avoir quelque chose de plus transversal, de plus humain dans le management aussi. En tout cas, en économique, moi j'exerçais comme ça mon management pour vraiment révéler le meilleur de l'humain, permettre de s'épanouir. Et vous, de votre côté, comment vous faisiez, Général? Eh bien, le management, pour moi, a une connotation un peu négative. Je me souviens d'un livre que j'ai lu il y a longtemps, d'un dénommé Bigot, La trahison des chefs. Il faisait la différence entre un chef et un manager. Pour faire court, le manager, c'est quelqu'un avec qui on peut faire plus. Le chef, c'est quelqu'un avec qui on peut faire plus, mais avec qui on s'épanouit. Il y a une différence fondamentale. Et le général Martinez a écrit, il n'y a pas longtemps, un article, ou plutôt il a publié un article qu'il avait écrit il y a plusieurs années concernant Antoine de Saint-Exupéry, cet aviateur courageux, mystique, etc. Et il y a une phrase qui m'a frappé, c'est la suivante. La grandeur d'un métier, c'est avant tout d'unir les hommes. C'est-à-dire que dans l'armée, effectivement, c'est un management militarisé, si je puis dire, hein, mais tout le monde doit être gagnant de cette affaire. C'est-à-dire que l'institution doit profiter de ce que donne le soldat, et le soldat doit se grandir au travers de ce qu'il donne. Ça, c'est une notion qui n'est pas forcément habituelle. Se grandir en donnant, ou se grandir en acceptant de s'abaisser. Voilà. Donc, dans l'armée, c'est parfaitement compatible. Mais je donne quand même un rôle particulier au chef, dont on pourra peut-être reparler. Mais justement, est-ce que vous pensez, premièrement, que cette unité existe toujours aujourd'hui dans l'armée, premièrement, donc, et deuxièmement, je réitère, excusez-moi, je réitère. Est-ce que vous pensez que cette unité existe toujours dans l'armée aujourd'hui en termes d'encadrement au niveau des chefs? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, quel est l'amour, selon vous, justement, dans l'armée? Comment vous le visionnez? Je pense que dans l'armée, il y a toujours cette notion de solidarité, bien sûr, et le commandement n'écrase pas les hommes, au contraire, il leur permet de s'épanouir. Car nous sommes obligés de nous serrer les coudes, parce que quand on va au combat, c'est tous ensemble. On en parlera peut-être, mais il n'y a pas de différence de couleur de peau ou de religion. Hein. Quand on va pour risquer sa vie, on y va ensemble. Et je donne souvent cette... Alors, ce qui est important, me semble-t-il, c'est la justice. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'être sévère, mais si on est juste, il n'y a aucun problème. Celui qui a fait une bêtise, un soldat, je dirais une connerie, une bêtise, il a fauté, il paye, il faut le dire, repartir du bon pied. Mais quelqu'un qui est innocent, que ce soit un adulte ou un enfant d'ailleurs, hein, ou un soldat, et qui est victime d'une sanction ou d'une injustice, il a une situation qui est inacceptable. Donc, il s'agit d'être rigoureux. Parce que la considération du subordonné, je dis quelquefois qu'il faut aimer ses subordonnés. Ça m'a été reproché par certains. Je maintiens ce terme. Ça ne veut pas dire pratiquer la démagogie. Ça veut dire pratiquer d'abord la justice. Parce que celui qui faute et qui se sait absous gratuitement n'aura aucune considération pour celui qui le juge. Bon, donc il faut être juste, c'est-à-dire ne pas pratiquer comme la justice de notre pays actuellement. Pardonnez-moi ce petit bout de griffe. Ouais, mais ça, en étant une victime de cette injustice, donc je ne peux que valider. Mais justement, c'est bien, vous évoquez cette partie du racisme, cette partie des différences, cette partie, on revient un petit peu sur ce qu'on disait déjà au tout début,
Et c'est vrai que l'armée, et notamment les légionnaires, savent faire cela. On devrait de plus en plus accepter ces différences, non pas en les écrasant et en détruisant les cultures, les savoirs, etc., mais plutôt en arrivant à se synchroniser les uns les autres sans forcément s'aimer, plus que ça, c'est-à-dire dans le sens de je t'aime comme tu es, alors qu'en fait on se déteste sans mentir, mais d'aimer juste par cette différence. C'est une autre notion à mon sens, d'aimer par la différence, c'est-à-dire qu'on ne l'accepte pas forcément, mais on la respecte, et la respectant, c'est une façon d'aimer. Qu'en pensez-vous? Je vais quand même vous donner une anecdote qui vient de civil. Polytechnicien quand même. Donc il avait le bout des doigts militaire. Il est mort, un très bon ami. Il travaillait dans une boîte d'électroménager. Et un jour, on lui a demandé de dégraisser son service parce qu'il y avait trop de personnel. Il avait une vraie considération pour ses subordonnés. Il a préféré démissionner, perdre son emploi, plutôt que de faire partir certains subordonnés. Je pense aussi je crois que c'est le plus beau roman historique que j'ai jamais lu, Le Cheval Rouge de Genio Corti, un Italien. L'histoire se passe en Italie entre le début, ou avant plutôt, la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à l'affaire du divorce dans les années 50 ou 60, un grand progrès sociétal, j'imagine. Corti décrit ce qui se passait dans ces entreprises du nord de l'Italie, où, je ne dirais pas les patrons, c'est un terme marxiste, mais les chefs d'entreprise avaient un réel souci de leurs employés. Il y avait des villages, même des villes entières qui étaient construites avec toutes les facilités pour les familles, pour les enfants, au plan de l'éducation, de la santé, etc. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu dépassé. Eh bien non, je crois que ces grands chefs d'entreprise avaient le souci de l'humain. Mais chez nous, il en est de même. Sauf que l'objectif n'est pas le profit. Ce sont des valeurs qui sont différentes. Ces valeurs, ce sont celles de la France. Peut-être qu'on va en reparler.